Nous avons assisté la dernière fois au comportement hagard et terrifié sur la route de la Calade le 25 avril 1814, à la panique, si vous voulez, du truand qui s'était cru à l'instant de payer. C'est probablement en songeant à ces scènes que M. Jacques Bainville écrivait intrépidement « Napoléon préférait sa gloire à la vie et il excellait à donner un tour épique au roman de sa destinée ». C'est plus qu'un mauvais souvenir, cette minute de vérité. Le voilà maintenant qu'il s'est embarqué, qu'il va arriver à l'île d'Elbe. Il a revêtu sa peau d'histrion et il est prêt à faire une entrée majestueuse avec les 600 hommes qu'on lui a alloués dans le port de Portoferraio, qui est ce royaume de Sancho Panza qu'on lui a alloué. Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, a une très jolie phrase là-dessus. Il dit que les Elbois n'avaient pas été d'abord très ravis du cadeau qu'on leur faisait, mais, écrit-il, quand on apprit que Napoléon arrivait avec des millions, les opinions se décidèrent généreusement à recevoir l'auguste victime. Il y aura une déception tout de même dans cette villégiature dorée dont il se dit ça ne durera pas très longtemps, mais enfin c'est très agréable, c'est un pays de très bon climat, on y parle italien qui est ma langue, enfin ça doit aller. Une déception, c'est que Marie-Louise ne vient pas. Il croyait vraiment que Marie-Louise allait venir le rejoindre et comme ça aurait établi qu'il appartenait toujours à la famille des souverains. Elle ne vient pas. Il y a une chose assez drôle, c'est que Marie-Louise avait vraiment cru qu'elle serait obligée de le suivre, elle prenait au sérieux le mariage, la pauvre petite, et elle disait, est-ce que papa va m'obliger à suivre mon mari? Oh ben non, papa, enfin, il sait vivre, il a fait un mariage politique. Au contraire, il va lui donner une jolie petite installation à Parme, il lui donnera un amant qui s'appelle Neipperg, elle sera toute tranquille, il n'aura plus besoin de s'occuper de son Napoléon. Il est vrai que si elle ne vient pas, il a des compensations. Il a vu mourir Joséphine, ça lui était parfaitement indifférent. Joséphine, elle lui en avait par-dessus la tête depuis de nombreuses années, et il avait été bien assez gentil quand elle était partie en lui disant il ne faut surtout pas pleurer, il lui avait donné 10 millions comme vous savez, mais il avait cessé très rapidement d'aller la voir dans la propriété qu'il lui avait assignée, et il avait appris qu'elle était morte en mai 1814, donc très peu de temps après son départ. Elle était morte parce qu'elle avait fait une réception alors qu'il faisait un peu froid, qu'elle avait pris froid et que cette réception était pleine des ennemis de la France. Elle devait même être reçue par le roi, lui dit aux Tuileries, bon débarras, c'est bien de sa faute qu'on en parle. Marie Walewska maintenant, la fameuse Marie Walewska, qui paraît-il l'aimait tellement, c'est vrai qu'elle va faire une visite à l'île d'Elbe, mais une visite extrêmement rapide et une visite dont il faut connaître la raison. Il lui avait annoncé qu'il lui faisait une rente de 60 000 francs. Pas énorme, enfin. En plus, c'était pas lui qui payait naturellement, il avait décidé que cette rente serait payée par Murat, à Naples. Et puis Murat ne voulait pas payer. Alors Marie Walewska est venue avec le petit enfant qu'elle avait de Napoléon, elle est venue pas même 48 heures pour lui demander d'intervenir auprès de Murat pour que la rente soit payée. Puis l'année suivante, en 1816, Marie Walewska va se marier, elle est devenue veuve, avec un monsieur d'Ornano, qui était corse aussi, une sorte d'abonnement qu'elle avait pris avec ses insulaires. Alors s'il n'a pas beaucoup de satisfaction, ni avec sa femme, ni avec sa maîtresse, il a tout de même un petit harem assez bien constitué. Il y a d'abord Madame Théologos. Madame Théologos, c'est la femme du chargé d'affaires de Turquie à Paris. C'était sa maîtresse à Paris, enfin une de ses maîtresses, elle était venue le rejoindre. Il y a une baronne de Belina Skupieski. C'est la femme d'un de ses lanciers. Il a amené quelques lanciers polonais pour impressionner les gens d'Elbe, et Madame Belina Skupieski, femme du colonel des lanciers, est aussi sa maîtresse. Il y a une petite Madame Colombani, qui est encore la femme d'un officier de sa troupe. Il y a une Henriette Vantini de je ne sais pas grand-chose, dont je ne sais pas grand-chose. Il y a une Louise Lebel, qui est venue de Paris aussi. Et puis il y a des Elbois, sans compter. Il y a également, paraît-il, mais ça ce sont des rapports perfides qui le disent, les complaisances assez piquantes que continue à lui prodiguer sa sœur Polly. Il est décidé à revenir. Il est tout à fait décidé à ne pas rester trop longtemps dans cette île qui est absolument ridicule pour lui. Il n'a en somme que 44 ans. Enfin, il a devant lui toutes sortes de possibilités. Et il regarde du côté de ce qui se passe en France, et ce qui se passe lui donne des chances, en effet. Louis XVIII multiplie ce qu'il faut bien appeler des gaffes. Louis XVIII a pris comme ministre de la guerre Dupont. Vous vous rappelez, le général Dupont, c'est celui qui s'était laissé encercler à Baylen, celui qui avait rendu un corps d'armée français. C'était pas tellement agréable pour les Français d'avoir comme ministre de la guerre quelqu'un qui avait capitulé. D'autre part, il avait évidemment rétabli le drapeau blanc, et ça, Napoléon se dit, c'est un gros avantage pour moi. Les Français aiment leur drapeau tricolore, ce drapeau tricolore, je le garde en réserve, il va me servir peut-être bien de tapis volant. D'autre part, comme Louis XVIII fait de la politique cléricale, et qu'il a pris 2 ordonnances qui sont parfaitement stupides, et qui agacent les gens, il s'en félicite, l'empereur, l'ex-empereur. Les 2 ordonnances, c'est celle-ci, c'était du 7 et du 14 juin 1814, il avait décidé que le dimanche, les cabarets, les cafés seraient fermés pendant les offices religieux. Ah, pas seulement le matin, mais pendant les vêpres aussi. Alors, vous pensez qu'il y a des tas de gens qui aimaient aller au café le dimanche, c'était pas agréable. Et puis, le 14 juin, il avait décidé que pour le jour de la fête de Dieu, et aussi pour le dimanche de l'octave de la fête de Dieu,
Il y aurait d'abord procession, naturellement, mais il y aurait obligation de décorer les maisons. Même ceux qui ne croyaient pas devaient décorer les maisons. Et en plus, toute circulation, même les fiacres, était interdite. Il y avait des tas de gens qui avaient trouvé ça très mauvais. Alors Bonaparte se dit, je pourrais bien essayer de recommencer mon coup de 98-99. Vous vous rappelez qu'il a travaillé dans le genre jacobin. Enfin, il s'était posé comme l'homme de la République. C'est lui qui va défendre la République en Brumaire. Et comme dira Hortense, sa nièce, après tout, la France peut bien être prise 2 fois au même lacet. Elle a écrit ça de sa main, Hortense. Eh bien, il médite cette idée et il pense qu'il pourrait peut-être reprendre la France, en effet, au lacet républicain. Ajoutons qu'il a quelques raisons de vouloir quitter l'île d'Elbe parce qu'il n'y est pas tout à fait en sécurité. Je ne sais pas le prix qu'il faut attacher à la rumeur qui a couru que le gouverneur que Louis XVIII avait nommé en Corse et qui était un ancien chouan, qui s'appelait Brulard, ce gouverneur aurait eu, paraît-il, des instructions d'écourter par un petit coup de pouce, d'écourter la carrière du prisonnier de l'île d'Elbe. Enfin, je me trompe, du roi de l'île d'Elbe. Ce n'est pas certain. Ce qu'il y a de certain, c'est que Talleyrand avait écrit lui-même de sa main, avait écrit une lettre depuis Vienne, où il représentait la France au Congrès européen, une lettre à Louis XVIII, en lui disant qu'on avait eu tort de mettre Napoléon si près, qu'il fallait l'envoyer au diable, aux Açores, ou, disait-il même, à Sainte-Hélène. Ça, c'était très désagréable pour Napoléon, parce que comme il avait l'idée derrière la tête de rebondir sur la France, de faire le récidiviste, quoi, ben, il s'était dit, si on m'envoie à Sainte-Hélène ou aux Açores, ça sera de plus en plus difficile. Et puis, il y a ces problèmes d'argent, qui pour lui sont toujours essentiels. Les 2 millions que Louis XVIII a promis de lui payer, il ne les lui paye pas. Je sais bien qu'il n'est pas malheureux, hein, il a emmené 7 millions, il a ses mines de fer de l'île d'Elbe qui rapportent pas mal. Ponce, qui était le directeur des mines, nous laissera là-dessus des rapports intéressants, en particulier pour l'histoire de farine. Il y avait des farines avariées, dont les 700 hommes, 650 hommes de la troupe, Napoléon ne voulait pas. Alors Napoléon avait convoqué Ponce, qui était le directeur des mines, et leur avait dit, ben, vous allez utiliser, je vais vous les vendre du reste, hein, bien sûr, vous allez utiliser mes farines avariées pour nourrir vos ouvriers qui extraient le fer. Ponce avait pris ça très mal et l'empereur n'avait pas osé insister. Nous savons aussi qu'il a placé de l'argent depuis l'île d'Elbe à Rome, chez un banquier qui s'appelle Torlonia. Tout ça, c'est des poussières, vous comprenez. Quand on a eu 25 millions de traitements, plus le milliard qu'il avait réservé aux Tuileries, il ne va pas continuer cette lésine. Alors il est parfaitement résolu à partir, il n'y en a qu'un autour de lui qui lui dit, il ne faut pas faire ça. La plupart des officiers qui l'entourent le poussent à revenir. Qu'est-ce qu'il risque? Si ça tourne mal, ils diront, ah ben nous, on a été en service commandé, par conséquent, on n'est pas responsable. Si ça tourne bien, c'est de nouveau les déclarations, c'est de nouveau l'argent. Il y a Drouot qui est un honnête homme, qui a accompagné Napoléon, et qui, à plusieurs reprises, essaye de lui dire à l'île d'Elbe, il ne faut pas revenir, sire, il ne faut pas revenir sur la France. Vous avez vu, tout de même, on s'en est tiré, nous, Français, on s'en est tiré pas mal, puisque la France, grâce au traité de Paris, est plus grande qu'elle n'était en 1689. Dans l'intérêt de la France, je vous en prie, sire, ne bougez pas. C'est un fou, c'est un imbécile, ce pauvre Drouot. Il a pas les yeux devant les trous, enfin, il parle une langue que Napoléon n'entend pas. On lui parle d'intérêt de la France alors qu'il ne pensait qu'à lui. Par conséquent, décision, il partira. Au total, il va rester même pas 10 mois à l'île d'Elbe. Il y est arrivé le 4 mai 1814 et il va repartir le 26 février 1815. Il a encore de la chance. C'est un homme qui a souvent eu de la chance sur mer, pas pour la marine française, mais pour lui. Il va arriver à déjouer les croisières anglaises et il va débarquer le 1er mars au golfe Juan. Bien sûr qu'il a préparé ses proclamations. Elles sont là toutes faites. Il y en a une pour l'armée, puis il y en a une pour les civils. Alors pour l'armée, soldats, vous n'avez pas été vaincus. Ah diable. Non, c'est la faute à 2 traîtres. D'abord, il y a le traître Marmont qui a refusé de marcher sur Paris. Vous savez, quand Napoléon voulait aller reprendre son or des Tuileries. Puis il y a d'autre part Augereau qui n'a pas pu défendre Lyon devant les Autrichiens et qui s'est retiré sur Valence. Alors ce qu'il va dire dans sa proclamation aux soldats, vous êtes des héros. On ne bat pas les soldats de l'empereur. Mais vous avez été trahis par 2 de vos compagnons d'armes. La victoire marchera au pas de charge, et l'aigle, portant le drapeau tricolore, volera de clocher en clocher jusqu'à Notre-Dame. C'est le tapis volant dont je vous ai parlé. Maintenant aux civils. Alors c'est là où commence la mascarade jacobine. Il va dénoncer ce prince féodal, comme si lui n'avait pas rétabli une féodalité avec sa noblesse. Le prince féodal qui règne, qui est entouré, paraît-il, d'ennemis du peuple. D'autre part, il est très prudent, parce qu'il ne sait pas comment il va être accueilli du point de vue militaire. Il y a même des troupes françaises qui sont en garnison sur la côte de Provence. C'est pourquoi il a choisi de débarquer au golfe Juan et pas à Antibes. Dès qu'il débarque au golfe Juan, il a grossi sa petite armée. Vous savez qu'il avait environ 650 hommes. Il a recruté des gens à l'île d'Elbe, ils sont 1000, même un peu plus de 1000. Ben, il débarque pas à Antibes parce qu'il y a une garnison à Antibes et qu'il ne sait pas ce qui va se passer. À peine arrivé, il délègue 20 de ses grenadiers à Antibes pour soulever la garnison à son honneur. La garnison se soulève tellement peu qu'elle capture les 20 grenadiers. Alors il décide de ne pas passer, surtout pas, mon Dieu, par la Provence qui lui a laissé des souvenirs si abominables quand il était à la Calade et à Orgon. On va prendre la route de la montagne. Et il va à toute vitesse. Le soir même, il est à Grasse, avant que la garnison d'Antibes n'ait eu le temps d'envoyer des hommes contre lui. Et puis, cette mascarade jacobine dont je vous parle le sert beaucoup.
car effectivement, on en voulait, vous savez, on en voulait dans les campagnes à cette monarchie restituée. On se disait, est-ce qu'ils vont pas ramener les dîmes, est-ce qu'ils vont pas ramener les droits féodaux? Et lui, il est là, brandissant son drapeau tricolore, dit, je suis l'homme de la Révolution, parle perpétuellement de ces droits féodaux qui les menacent, alors que je ne crois pas que Louis XVIII ait jamais osé rétablir les droits féodaux, si bien que pas mal de petites gens, des plébéiens, des paysans, l'accompagnent. La foule se grossit. Quand il arrive le 7 mars à Lafray, Lafray c'est un peu au sud de Grenoble, il y a là un détachement, un bataillon du 5e régiment de ligne qui est chargé de lui barrer le passage. Vous avez vu des images là-dessus, c'est encore une autre image d'Épinal, puisque l'histoire de Napoléon, telle qu'elle est officielle, c'est une succession d'images d'Épinal. Alors l'image d'Épinal de Lafray, 7 mars 1815, c'est Napoléon, courageusement, qui s'avance tout seul, devant les soldats du 5e de ligne, qui écarte son dolman, qui montre sa poitrine et qui dit, soldat, le premier d'entre vous qui osera tirer contre son empereur, qu'il y aille, je suis là. Mais non, ça s'est pas du tout passé comme ça. D'abord, il avait envoyé, préalablement, auprès de sa troupe des émissaires. Nous connaissons par les chiffres de trésorerie, tiens, que je vous dise entre parenthèses, il y a quelqu'un qui nous a admirablement renseigné sur les dessous de l'Empire, c'est Jean Savant. Jean Savant a fait 3 livres, mais un en particulier, un sur les fonds secrets de l'Empire et sur le testament de Napoléon, qui est de premier ordre. Eh bien, nous savons par les comptes de trésorerie, les livres de trésorerie de Napoléon, que ce retour de l'île d'Elbe lui a tout de même coûté 250 000 francs, 250 000 francs pris sur le trésor qu'il avait emporté, et qui sert aux acclamations spontanées ou surtout des achats de gens. Alors, on a envoyé d'avance auprès du 5e de ligne des gens qui sont chargés de porter les proclamations, qui sont chargés aussi de donner des pièces d'or aux soldats, et d'autre part, Napoléon ne s'avance pas du tout seul devant ses soldats. Il s'avance avec quelques 1200 paysans. Il fera 4 ou 5 pas en avant d'eux. Mais si les soldats s'avisaient de tirer, c'est les paysans derrière, c'est les braves gens qui sont là, qui prendraient les décharges. Par conséquent, il est absolument sûr que jamais les soldats n'oseront tirer sur la foule. Et effectivement, les soldats qui ont été dûment gagnés d'avance, et puis qui peut-être ont toujours la légende napoléonienne dans la tête, les soldats crient « Vive l'empereur » et se rallient à lui. Alors il monte, il fait des proclamations incroyables. À un moment, à propos des curés, il dit « Je les lanternerai, je les mettrai à lanterne, les curés ». Puis quand il est à Lyon, il va prendre des décrets, une série de décrets, abolition bien sûr du drapeau blanc, abolition de la maison militaire du roi, et promesse, plus important, promesse d'une constitution. Il n'est plus le tyran, il n'est plus question de ça. Maintenant, c'est la nation française qui va se réunir dans une grande fête, à peu près semblable à la Fédération de 90. Il l'a baptisé très curieusement un chant de mai. Chant de mai, c'est une espèce d'exhumation carolingienne. Alors, un chant de mai qui se passera au chant de mars, et c'est là qu'une constitution sera choisie, dit-il, par les Français. Et la légitimité pendant ce temps, la légitimité, elle avait perdu la tête. Chateaubriand, qui était pourtant un légitimiste, dit « Dès qu'on sut le retour de l'île d'Elbe, la légitimité tomba en pâmoison. » Tout le monde est épouvanté. On ne pense à une chose, c'est à s'enfuir. Et Chateaubriand sera particulièrement furieux de ce qu'il appelle cette escampative du roi, et dont il ne l'avait pas personnellement averti. Il n'y aura qu'un groupe. L'histoire officielle ne le dit guère, et j'ai l'intention de vous le dire. Il n'y aura qu'un petit groupe de gens qui vont faire de la résistance royaliste. Ce sont les élèves de l'école de droit. Les élèves de l'école de droit, traditionnellement, c'est des gens bien. Vous savez, c'est des fils de famille. Alors, comme ils ont peur qu'il y ait une insurrection populaire en faveur de ce Napoléon qui passe pour ramener la Révolution, ils vont casser un certain nombre de prolétaires à Charenton, des gens qui se préparaient à accueillir l'empereur. Ça n'ira pas au-delà, et l'empereur, dans la nuit, oui, c'est à 21h le soir, le 20 mars 1815, le voilà qui rentre aux Tuileries. Il n'y restera pas, ça fait trop royal pour la politique qu'il veut suivre, il s'établira à l'Élysée. Il a regardé tout de suite qu'il intéressait capitalement le cours de la bourse. Or, le cours de la bourse s'était effondré. Le cours de la bourse qui était encore à 78, de 5% je vous parle, qui était à 78 au début de mars, était tombé brusquement à 63, mais il faut dire qu'il était un peu remonté. Il était remonté jusqu'à 73. Pourquoi? Parce que s'il y avait eu un premier rapport d'un préfet, c'était le préfet de l'Ain, qui disait « Nous assistons à une rechute de la Révolution », d'autres propos de l'empereur avaient été infiniment plus rassurants. En effet, c'est à Autun qu'il a dit « Les curés, je les lanternerai, et les aristocrates aussi ». Mais le lendemain, à Avallon, il a dit tout à fait autre chose. « J'arrive à temps », dit-il au maire d'Avallon. « Vous alliez avoir une terrible révolution populaire. Moi seul pouvais épargner à la France les maux dont elle était menacée. Et quand il sera arrivé à Paris, il va dire à Molé, si je n'étais pas revenu, la noblesse aurait fini par se faire égorger. Je viens la sauver encore une fois. » Ces propos-là sont répandus dans Paris. On se dit, après tout, non, c'est un bluff, enfin, c'est une blague, sa politique jacobine. Il y a peut-être moyen de s'entendre, mais néanmoins, la bourse reste sur une certaine réserve. Le problème de Napoléon, c'est de savoir comment les duper, ces Français, pour la seconde fois. Il avait eu du temps.
en 98-1800. Vous avez vu à quel petit pas précautionneux il s'était avancé du côté du consulat à vie, puis de la monarchie sous le nom d'empire. Maintenant, il faut qu'il aille vite. Or, il a fait certaines promesses républicaines qu'il est décidé à ne pas tenir, et il se demande comment il va jouer. Il cherche un collaborateur, enfin quelqu'un qui pourrait l'orienter pour ce jeu de duplicité. Ah, c'est facile. C'est Benjamin Constant. Benjamin Constant était exactement l'homme idoine pour ça. Benjamin Constant, c'est le libéral affiché et qui n'a qu'une obsession, à savoir les pauvres qu'il faut faire tenir tranquille. Le Benjamin Constant s'était horriblement compromis. Il s'était compromis parce qu'il y avait un an qui desséchait d'entrer dans le gouvernement, il n'y arrivait toujours pas, parce que le roi Louis XVIII le prenait, hélas, pour un libéral, et il s'était dit, si jamais il y a une résistance royaliste, si le roi a un peu d'énergie, s'il tient bon, il va appeler un gouvernement où je pourrais être peut-être président du Conseil, parce que ça sera un gouvernement libéral. Et le 19, exactement le 19 mars, dans le journal Les Débats, il avait publié un incroyable article, Benjamin Constant. « Sire, vous êtes venu au milieu de nous, seul et désarmé. » Il délirait dans le mensonge. Seul et désarmé, il était arrivé derrière 600 000 étrangers, Louis XVIII. Bon, passons. Saisissez le moment du danger pour rendre plus libéral encore la Constitution qui nous régit. Vous voyez le bout de l'oreille, je me propose, moi, Benjamin Constant, le libéral. Il s'agit de tous nos intérêts, écrit-il. Et là, je vous prie de faire attention à l'ordre énumératif, parce que c'est pas ordre d'importance. Il s'agit de tous nos intérêts. Nos femmes, nos enfants, nos propriétés. Et tout de suite après, il y avait l'accusation formidable contre ce Bonaparte qu'il appelait Attila, ou qu'il appelait encore Genghis Khan, qui est là, dit-il, venu de nouveau pour administrer le pillage en France, toujours la propriété. Péroraison grandiose, je n'irai pas, misérable transfuge, me traîner d'un pouvoir à l'autre, couvrir l'infamie par le sophisme et balbutier des mots profanes pour racheter une vie honteuse. Il écrit ça le 19 mars, et moins d'un mois plus tard, il sera un collaborateur de Napoléon. Napoléon l'a fait appeler, il lui a dit « Voulez-vous être conseiller d'État ?» avec un gros traitement. Immédiatement, Benjamin Constant, qui dessèche depuis des années d'être quelqu'un en France, le voilà qui est le collaborateur de Napoléon. Et c'est lui qui va organiser ce qu'on appellera l'acte additionnel OAUX aux constitutions de l'Empire. C'est pas une constitution nouvelle. C'est pas non plus ce qu'il avait promis dans le décret de Lyon. Napoléon avait dit à Lyon, la France va se réunir et se donnera une constitution. Il s'en garde bien, il octroie une constitution. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a le rétablissement, c'est vrai, d'une élection. Mais quelle élection? Qu'est-ce qui va voter? Savez-vous combien il y aura d'électeurs? Sur les 29 millions de Français de 1815, il y aura 100 000 électeurs en tout et pour tout. C'est-à-dire les riches des riches, c'est-à-dire la crème des possédants. Ce sont ceux-là qui seront chargés de désigner des notables sur lesquels ils comptent pouvoir s'appuyer. Et dans son chant de mai, qui aura lieu en juin, assez ridiculement, qui aura lieu le 1er juin, lui qui faisait de l'anticléricalisme quand il montait, mais maintenant qu'il est installé, refera du cléricalisme, imposera une messe, il y aura une messe solennelle au centre du Champ de Mars, puis il fera le bonhomme, il fera le bon enfant, il se tapera sur le ventre, et il dira aux gens de la réception qu'il a organisée ensuite à l'Élysée, il dira, enfin voyons, un homme gros comme moi, vous me voyez sous les traits d'un tyran, ah, je suis bien changé. Oui, mais il y a le problème de l'appui des notables. Enfin, est-ce que les gens le soutiennent? Eh bien non, il se constate tout de suite qu'il y a une grande froideur à son égard. Ça a été très difficile de trouver des ministres. Très difficile. Il n'y en a qu'un qui s'est proposé tout de suite, c'est Fouché. Et il se doute bien un petit peu, mais pas encore suffisamment, il se doute bien, Napoléon, que si Fouché, le ministre de la police, revient auprès de lui, c'est vraisemblablement pour le trahir. Fouché, c'est une espèce de Talleyrand dans la police. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne pense aussi qu'à son intérêt et qui s'est dit, je m'en vais essayer de me faire prendre comme ministre de la police pour préparer le retour de Louis XVIII et par conséquent, moi, Fouché, arriver aux honneurs. Ce qui se fera, en effet. Molien, son trésorier, il voulait le faire revenir et Molien ne voulait pas. Et Molien va finir par dire oui. Et les raisons pour lesquelles Molien dit oui sont extrêmement intéressantes, car il ne les cache pas dans ses mémoires. Et il dit, j'ai accepté d'entrer dans le gouvernement à nouveau, écoutez bien, avant tout, pour prémunir et défendre contre toute éventuelle mesure réquisitionnaire au service de la France, pour préserver, pour prémunir et défendre les propriétés privées, les manufactures, les magasins de commerce et la banque. Une preuve que les notables ne le suivent plus, c'est les chiffres du plébiscite, car il va se faire plébisciter de nouveau. Il va demander aux gens qu'est-ce que vous en pensez de ma Constitution. Les deux dernières fois qu'il a consulté les Français, il avait eu 3 millions, puis 3 500 000 voix, parce que les notables faisaient voter pour lui. Je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas, la France était composée à 80% d'analphabètes, des gens qui ne savaient pas de quoi il s'agissait. Alors les élections, enfin les votes, les scrutins étaient organisés par les châtelains, par les notables. Et en 1803, en 1805, les notables étaient encore pour Napoléon, tout à fait. Maintenant, chiffre des voix, 1 300 000, pas plus. 2 millions de voix en moins qu'auparavant. C'est bien la preuve que ça ne marche pas très fort. Puis il y a une fuite du numéraire.
en 10 jours, 20 millions d'or vont fuir la France. C'est la preuve que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a un Napoléon méconnaissable. Le Napoléon du retour de l'île, le Napoléon des 100 jours, comme on dit, ça prend 93 jours en fait. Méconnaissable. Tous les témoignages nous disent, mais c'était plus lui-même. Il avait des somnolences, il passait encore plus d'heures dans son bain. Il posait des questions, il interrogeait, il demandait des conseils. Une espèce d'apathie. Il était comme un somnambule. Sismondi, qui c'est pourtant Raïel, lui. Sismondi, c'était un négociant genevois. Sismondi dira, avec tristesse, je lui voyais comme figure une sorte de tête de veau bouillie. Il va dire à Molière, j'ai perdu mon étoile. Vous savez, cette fameuse étoile, c'est-à-dire sa chance. Le destin est changé pour moi. J'ai perdu là un auxiliaire que rien ne peut remplacer. Allons, soyons raisonnables. Qu'est-ce que c'est que cet auxiliaire que rien ne peut remplacer? C'est l'argent. Il s'aperçoit qu'il n'a plus l'argent. Or, en 1800, au moment de Brumaire, c'était l'argent qu'il avait porté au pouvoir. Il voudrait bien n'avoir pas à en découdre tout de suite avec l'Europe. Mais immédiatement, dès qu'on a su à Vienne qu'il était débarqué, les Européens qui ne s'entendaient pas très bien, et même en janvier, il y avait eu une coupure France, Autriche, Angleterre d'un côté, contre Prusse et Russie. Tout de suite, le bloc se ressoude pour se jeter sur lui, l'empêcher de recommencer. Il voudrait gagner du temps, alors il fait le 4 avril une proclamation annonçant « Je respecterai le traité de Paris ». Il est absolument résolu à ne pas le respecter, mais pour l'instant, il lui faut de la tranquillité. C'est Murat qui va le compromettre. Murat qui l'avait trahi en 1813, trahi pour pouvoir garder, pour être bien avec les souverains et garder sa royauté de Naples. Maintenant, Murat se sent menacé. Il se dit, ces gens ne vont pas me tolérer. Moi qui suis allié au Bonaparte, puisque sa femme c'était Caroline. Alors, profitant du retour de l'empereur, il attaque les Autrichiens. Il se fera du reste battre. Napoléon est furieux. Murat s'est lancé beaucoup trop tôt. Ça va du reste très mal tourner. Par conséquent, c'est quelque chose comme une compromission dans laquelle Murat l'a engagé. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est à prendre les devants. Alors, il va décider d'attaquer. Avec les quelques soldats qu'il a réunis, il n'y en a pas beaucoup. Il en a à peu près 190 000. Il va foncer sur la Belgique. Et, comme dit pour une fois avec justesse Jacques Bainville, c'est en Belgique que tout va se terminer. Vous savez, c'est en Belgique que ça avait commencé, en 1692. Dans la guerre honteuse, dans la guerre ignominieuse que les Girondins avaient faite pour se procurer de l'argent, pour faire de l'annexion, c'est à Jemmapes que ça avait commencé à triompher. C'est à côté de Jemmapes, je ne sais pas moi, à 20 lieues ou 30 lieues, pas plus, moins peut-être, de Jemmapes que se situe Waterloo. La roue a tourné, la boucle est bouclée, c'est à Waterloo, en Belgique, que va se terminer toute cette histoire. Sur Waterloo, nous avons un bon livre, définitif, oui, je crois qu'on peut le dire. Vous savez, il y a un de ces jours, je vous parlais de Crouzet, et je vous disais que sur le blocus continental, c'était François Crouzet qu'il fallait lire. Enfin, c'est 600 pages, il a mis 10 ans pour faire ça. Maintenant, on est honnête. Et ben, de même, sur Waterloo, il y a un livre de Robert Margerie qui est apparu en 1964 et qui est décisif, quoi. On sait maintenant ce qui s'est passé. Cette guerre, savez-vous combien de temps elle a duré? 4 jours. C'est une guerre de 4 jours. Le 15 juin 1815, Bourmont, qui était un maréchal rallié, trahi. Bourmont s'était rallié seulement en 1810. C'était rallié à cause du mariage autrichien. Bon, et ben Bourmont va trahir, parce qu'il voit que c'est perdu. Premier combat à Ligny, le 16. À Ligny, c'est un massacre, déjà. Enfin, c'est une victoire quand même. Et puis voilà Waterloo. Eh bien, il y a 2 choses intéressantes à vous dire sur Waterloo. C'est qu'il ne s'est pas retrouvé lui-même, Bonaparte. Il avait toujours de la stratégie, d'habitude. Enfin, il savait comment il fallait faire dans la bataille. Et cette fois, il va procéder uniquement par attaque frontale. Il n'essaie pas de faire stratégie, il lance ses corps plus les corps pour essayer d'enfoncer le centre anglais. Et deuxièmement, il y a une légende au sujet de Blücher, qui paraît-il serait arrivé, Blücher, prononciation, qui serait arrivé à l'improviste. Ce n'est pas vrai. Tellement peu à l'improviste que nous avons, et Margerie le publie, une petite note remise par Napoléon à ses généraux, à son état-major, dans l'après-midi de Waterloo, où il dit « Dépêchons-nous d'enfoncer le centre anglais avant que Blücher n'arrive. » Par conséquent, on l'attendait, Blücher. Mais c'est parfaitement vrai qu'on ne l'avait pas dit aux soldats. Et quand les soldats qui croyaient que c'était le corps de Grouchy, lui, il n'y comptait pas, Napoléon, mais les soldats croyaient que le corps de Grouchy venait à leur secours, quand brusquement il se voit attaqué par des Prussiens, c'est vrai, c'est la panique, c'est la déroute. Napoléon est obligé de s'enfuir en laissant même la berline dans laquelle il avait mis, Dieu sait pourquoi, 800 000 francs de diamants qu'il avait emportés avec lui. Et bien c'est la deuxième application. Cette fois, c'est plus son Sénat qui se dresse contre lui, c'est le corps législatif. Il est obligé de céder tout de suite. Il n'y aura plus de scène des adieux. La sortie, la belle sortie qu'il avait organisée, la sortie de théâtre du 20 avril 1814, c'est fini. Il sait très bien qu'il n'y a plus rien à faire du côté de la France. Il va essayer de négocier pour se faire transporter en Amérique. C'est à Rochefort qu'il s'est réfugié d'abord. À Rochefort, il va décider tout de même de s'en remettre aux Anglais. Il va écrire une certaine et très célèbre lettre comme Thémistocle. Vous savez, je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique.
Deux petites observations sur cette lettre. Je vous ai lu m'asseoir au foyer du peuple britannique, mais comme le français lui est un peu étranger, il a écrit « je vais m'asseoir sur le foyer », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Puis d'autre part, comme les connaissances historiques de Napoléon sont très courtes, la référence à Thémistocle, c'est une énorme gaffe. Parce que Thémistocle, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un Athénien qui avait trafiqué avec les Perses. Et quand il a vu qu'il était démasqué, il s'est rejeté du côté des Perses qui étaient ses protecteurs. On ne pouvait pas trouver de référence plus inexacte. Enfin, il se figure que ça sera très agréable d'aller en Angleterre, que les Anglais lui font une belle réception, qu'on lui donnera un château dans les environs. Il dit à Bertrand, le maréchal du Palais, avec des petites Anglaises, on aura des aventures savoureuses. Alors il se remet aux Anglais pour atteindre le bateau. Il était à Rochefort, il a fallu qu'il se fasse porter à dos d'homme par un marin. C'était pas commode à cause de sa rotondité. Enfin, il était à califourchon sur le dos du marin. On le dépose sur une petite barque qui le conduit au vaisseau qui s'appelle la Saale. Puis on va le conduire jusqu'au vaisseau britannique, le Bellérophon. Là, j'ai une petite note sur les rapports d'un officier du Bellérophon, sur l'aspect physique qu'il avait. De loin, écrit l'officier, de loin, il avait l'air d'un gros œuf. Et de près, c'était un moine espagnol bien nourri. Le teint olivâtre, pas de cou, le ventre proéminent, les mains grasses, la chair flasque. Quand il est sur le Bellérophon, capitaine Maitland, il est tout à fait joyeux. Il est très content. Et Maitland, qui racontera les choses, nous dit qu'il a été un petit peu gêné des comportements de Bonaparte parce que, pour faire plaisir, enfin, flagornerie à l'ennemi, il lui disait, c'est admirable, vos vaisseaux britanniques. Regardez cet ordre, fait comme les gens sont muets. Quand j'étais sur des bateaux français, ça jacassait comme des oies. Et Maitland, qui n'aime pas beaucoup ces procédés, reste silencieux. Mais il y aura une déception qui va attendre Napoléon. Il croit que les Anglais vont le recevoir, vont lui donner ce château dans les environs de Londres. Pas du tout. Les Anglais ont décidé, effectivement, de l'envoyer à Sainte-Hélène. Et le 7 août, c'est sur le Northumberland qui va s'embarquer dans la direction de Sainte-Hélène. Il a commencé par être très furieux, puis il est moins furieux. À mesure que les jours passent, il s'est dit, après tout, Sainte-Hélène, je ne connais pas. Ça va être peut-être très intéressant. Peut-être qu'il pourra pas revenir du côté de la France, mais qu'il pourra aller ailleurs. Puis après tout, il est vivant. Il est vivant et il est riche. Il est riche et il est gras. Il est très content d'être gras. Il dit que c'est un signe de santé. Et quand il pense à sa famille, il pense aussi que ces gens-là n'ont véritablement pas à se plaindre. Parce que regardez d'où ils sont sortis. La ruelle sordide, ça vrai, la rue Malherbe. Cette maison pauvre, qui était, comme il le dira lui-même, dans la misère. Et maintenant, toute la famille, elle est richissime. Alors ils n'ont plus qu'à s'asseoir, à digérer, à s'installer commodément, et se préparer à savourer le deuxième service que leur offrira 33 ans plus tard Louis-Napoléon Bonaparte.